Livre de l'Avent de Estelle de Kock, publié en janvier 2022. Ce livre, c'est moi-même qui vais vous le lire. Merci à vous. Bonne lecture. Première partie. Le temps s'arrête. Chapitre 1. Le jeudi 12 avril 2012, quelque part en France. Andy, 39 ans, a décidé d'être heureux. Il est 6h30 du matin. Il tire les rideaux de son studio d'homme célibataire et découvre la baie vitrée qui donne sur son petit balcon. Le soleil commence à éclairer la petite table et la chaise de jardin qui s'y trouvent. 6 étages en dessous du sien, d'autres personnes s'affairent tout comme lui. 10 étages au-dessus également. Depuis 5 heures, il entend les déplacements du voisin du dessus, Rodrigue. Cinquantenaire qui aime déambuler au petit matin avant de se faire engloutir par le tourbillon humain, comme il le dit lui-même. Ce matin, Andy a écouté ces sons étouffés, l'esprit tranquille, les yeux grands ouverts dans la pénombre de sa chambre. Il ne le dérange plus depuis longtemps. Mais un matin, il y a maintenant 2 ans, fatigué d'être réveillé si tôt par ses allers-retours, Andy était monté frapper à sa porte. Pourquoi, il ne le savait pas vraiment, mais au moins, il saurait qui vivait au-dessus de lui et ce qu'il pouvait bien faire à une heure pareille. Rodrigue mit quelques minutes à lui répondre et lui ouvrit en peignoir, pieds nus. « Excusez-moi d'avoir mis autant de temps, mais je faisais des exercices que je ne pouvais pas interrompre. Que puis-je faire pour vous ?» Ce quinquagénaire au corps mince, aux cheveux courts, grisonnants, le désarma complètement. Et il lui plut tout de suite. Andy resta sur le palier, bouche bée, les cheveux encore en bataille d'être sorti du lit en colère. Il était monté sans mettre ses chaussures et avait maintenant froid, pieds nus. Rodrigue éclata de rire et lui tapa sur l'épaule. « Je vous ai réveillé, c'est ça. 1000 excuses, mon ami. Entrez prendre un thé avec moi pour me faire pardonner. » Dans son studio, peu de meubles. Comme chez Andy, il n'y a qu'une seule et même pièce qui fait à la fois cuisine et salon. Mais chez Rodrigue, il n'y a aucune table, aucune chaise. Au centre du studio, un grand tapis et des tas de coussins rouges et dorés autour d'une petite table japonaise aux pieds très bas. Une table qui ressemble plus à un grand plateau posé sur des pieds de quelques centimètres à peine. Et dessus, une théière et une tasse, colorées et finement travaillées. Rodrigue fit entrer Andy, la main toujours sur son épaule, malgré sa taille bien plus petite que celle d'Andy. Et il l'invita à choisir un coussin. Encore à moitié endormi, Andy regarda autour de lui en bâillant et remarqua un tapis de gymnastique. « Oui, c'est de là que vous m'entendez le matin. Je suis désolé. Mon studio est tellement petit, je ne sais pas où me mettre. » Rodrigue s'assit en face de lui et, les mains posées sur les genoux, attendit qu'il lui réponde, le regard interrogateur. « Je ne dors pas bien depuis quelques jours, je suis énervé ces derniers temps, » s'excusa Andy. « D'habitude, je supporte bien, mais ce matin, ça m'a rendu fou. Je suis désolé. Je pense que je vais avoir besoin de vacances. Excusez-moi d'avoir débarqué chez vous comme ça, » lui dit Andy en cherchant à se lever. Rodrigue hocha la tête et lui sourit, se leva pour ramener une seconde tasse. Une poterie d'un style encore différent de la première, de couleur bleu pâle, et y versa du thé vert. Lui fit signe de se rasseoir. Ils avaient le temps, non ? Celui qui commence sa journée avec du thé vert japonais aura longue vie et bonne santé, dit-il d'un ton professoral, l'index pointé vers le plafond, ce qui les fit rire tous deux. Buvez. L'éclairage était faible et agréable. Andy remarqua que seules quelques grosses bougies étaient allumées un peu partout dans le studio,
ce qui créait des coins d'ombre un peu partout autour d'eux. « J'aime les bougies, pas vous ?» Andy ne sut que répondre. « C'est mon cérémonial du matin, » reprit Rodrigue, se calant dans les coussins autour de lui. « Je tiens ça de ma mère. » Il eut un doux sourire et but une gorgée de thé. Andy fit de même. L'épaisseur ronde de la tasse en terre lui fut agréable. Le thé était à la fois doux et amer, d'un vert pâle, agréable au regard. Ma mère était couturière et voulait être prête à commencer sa journée dès les premières lueurs du soleil. Elle peignait des tissus et faisait des vêtements avec. Pour cela, elle se levait tôt et restait dans le silence du petit matin pour mieux se préparer. Ce moment de l'aube qui précède l'activité humaine, lorsqu'on a l'impression d'être seul au monde. Elle me disait qu'elle écoutait sa petite voix intérieure à elle, avant que le bruit des autres ne l'empêche de l'entendre. Cette petite voix lui disait ce qui serait le mieux pour elle, comment s'organiser dans la journée. Puis elle dessinait des motifs dès le lever du soleil, penchée sur son tissu, son pinceau à la main. Parfois, elle me montrait un dessin et me disait qu'elle en avait rêvé dans la nuit. Moi, je la regardais faire. Elle était avec moi, mais avait le regard un peu perdu dans le lointain. Je descendais la rejoindre alors qu'elle avait déjà commencé à boire son thé et à prendre des notes. Mon verre de lait froid m'attendait toujours. Je l'embrassais doucement dans le cou en arrivant derrière elle pour ne pas la déranger, et je m'asseyais face à elle dans notre salon. Et le lait, servi plutôt par elle, alors que je dormais encore, me réveillait doucement la bouche. C'était doux et sucré, j'adorais ça. Entre nous, assis par terre dans son salon, comme vous et moi maintenant, il y avait 4 bougies. Les volets ouverts, on attendait ensemble le ciel rose du lever de soleil. Elle griffonnait dans son cahier tout en chantonnant et en se parlant parfois, et moi, je feuilletais mes livres d'images et mes bandes dessinées. Puis le soleil se levait et mon père arrivait en faisant claquer la semelle de ses pantoufles. Il s'étirait et bâillait comme un lion, ça nous faisait rire. Tant que ma taille d'enfant le lui permit, il me prenait sur ses genoux et on petit déjeunait dans la même assiette, lui et moi. Il était si grand. Ses cheveux frisaient tout autour de son visage. Moi, j'ai hérité de la taille de ma mère et de ses cheveux raides. Il sourit à Andy, haussa les épaules comme pour s'excuser. Mon père était apiculteur en Bourgogne, vous connaissez cette région ? Andy recouvrit sa tasse de la main pour que Rodrigue ne lui resserve pas de thé et fit non de la tête. Le thé faisait effet, son corps se détendait et ses pensées étaient plus claires. Pour autant, la Bourgogne ne lui disait rien, non. Il écouta Rodrigue un moment, incapable de parler, lui, de si bon matin. Puis il retourna chez lui pour se reposer avant de partir travailler. Tous deux restèrent en bons termes, mais se croisèrent peu souvent par la suite. Et depuis ce jour-là, Andy se réveillait chaque matin doucement, dans un demi-sommeil, en entendant Rodrigue marcher de l'autre côté du plafond. Ses déplacements étaient plus étouffés. Rodrigue rajouta quelques tapis sous son tapis de gymnastique. Et entre rêves et visions de Rodrigue éclairés par ses bougies, il attendait que le réveil sonne 6h30 pour ouvrir les yeux. Il est maintenant 6h40, et ce matin, Andy s'est réveillé avec l'envie d'être heureux. Il regarde au loin depuis sa fenêtre entr'ouverte. Son café a refroidi. Il a oublié de le boire à cause de sa rêverie rythmée par les pas feutrés de Rodrigue au-dessus de sa tête. Il hausse les épaules, le jette dans l'évier et s'en sert un deuxième, qu'il boit accoudé à son balcon. Il a encore 20 minutes de libre avant d'aller prendre le RER. Il regarde, en buvant son café, les immeubles qui entourent le sien, tous faits sur des plans identiques. Une imitation de quartier pavillonnaire, mais à la place de maisons se dressent des immeubles d'une 15aine d'étages, aux balcons colorés, comme ceux qu'on loue en bord de mer l'été. Et autour de chaque immeuble, un parking privé avec des places numérotées et le petit square planté d'arbres maigres avec son espace de jeu pour les enfants.
Il est 6h45. Il y a maintenant de la lumière dans la plupart des appartements des autres immeubles. Des voitures ont déjà quitté leur place de parking pour affronter au mieux la traversée des routes franciliennes. Andy regarde ces centaines de fenêtres et se demande « Qui parmi eux est heureux de se lever ce matin ?» Et il prend la première vraie décision de sa vie. « Eh bien moi, je le serai. » Et le sourire aux lèvres, sa sacoche à la main, il partit prendre son RER. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. Il est maintenant 18h30. Dans le RER du retour, sa sacoche sur les genoux, Andy lève les yeux de son livre de D.H. Lawrence, Sons and Lovers, et regarde les paysages défiler derrière la vitre. Une fois sorti de Paris, il n'y a plus de tunnel. On voit le paysage des villes voisines à travers la vitre jaunâtre. C'est déjà ça de prix. Il est 18h30 et il a encore 45 minutes de trajet, marche du RER à chez lui incluse, avant de rentrer chez lui. Est-ce que cela me déplaît de faire 1h30 de trajet pour aller de chez moi au quartier du Jardin des Plantes où je travaille ? Se demande-t-il pour la première fois en 15 ans, il n'en sait rien. La question tombe dans les profondeurs de son corps fatigué et disparaît dans le silence. Aucune réponse ne remonte, rien. Andy se repositionne sur son siège, gêné par ce silence en lui-même. Remet en place les poignets de sa chemise correctement, vérifie qu'ils sortent harmonieusement des manches de sa veste de chaque côté. Puis il tente de se replonger dans la lecture de Lawrence, mais n'y arrive pas. Lui qui aime les auteurs anglo-saxons ne peut les lire que le week-end, trop fatigué de sa journée de travail et des mouvements du RER qui envoient son corps de droite et de gauche pendant tout le trajet. Il se pose de nouveau la question. Est-ce que faire ce trajet lui coûte ? Toujours rien. Agacé, il regarde les visages de ceux qui voyagent avec lui, auxquels il prête rarement attention d'ordinaire. Un homme d'une vingtaine d'années se sourit à lui-même, tout à ses pensées, son sac à dos derrière lui. Incapable de rester immobile, il change fréquemment son poids d'appui, d'un pied sur l'autre, s'appuie à la barre, puis s'en éloigne, puis s'y appuie de nouveau, touchant à chaque fois ses voisins avec son sac à dos. Ce qui provoque à chaque fois des protestations étouffées mais désagréables de la part de ses voisins, grommelés. Tout sourire confus, il s'excuse, mais ne peut s'empêcher de recommencer quelques minutes plus tard. Andy se revoit alors à 24 ans, l'année où il partit de chez sa mère pour trouver du travail à la capitale. Insouciant, habitué à échanger des paroles sans conséquence avec ses voisins et ses amis, il se comporta à Paris comme le jeune homme au sac à dos. Dans les transports, il essayait d'engager la conversation avec ceux qui étaient assis à côté de lui ou dont il croisait le regard. Parler l'aidait à se détendre de sa journée de travail. Échanger quelques mots, un sourire, un regard avec ceux qu'il croisait lui avait toujours fait du bien. Mais rapidement, il dut arrêter de le faire. Les autres lui répondaient sèchement, en fronçant les sourcils, du bout des lèvres, changeaient parfois de place sans le regarder, ou ne lui répondaient simplement pas, comme s'il n'existait pas. Il en fut très perturbé. Est-ce que je suis anormal ? Est-ce que j'en demande trop ? Il eut l'impression d'être un détraqué dans une foule de gens sérieux et occupés, préoccupés, des êtres autonomes n'ayant besoin ni de lui ni de personne. Était-il dépressif ? Pourquoi avait-il ce besoin d'échanger avec ses semblables ? Et cela continua au travail, dans ces petites entreprises de multimédia qui se créaient régulièrement avant de disparaître. Il déjeunait avec ses collègues le midi, faisait les pauses avec eux, mais en était toujours frustré. Tous avaient comme lui un long trajet à faire pour rentrer en banlieue, et il n'eut que rarement l'occasion de boire un verre avec eux après le travail. Enfant déjà, il n'osait pas s'imposer. Adulte,
malgré son mètre 85, il n'avait pas changé et ne s'intégrait pas si facilement. Il pouvait définir chacun de ses collègues pourtant, où il habitait, s'il avait une famille ou vivait seul, son type de caractère. Il avait une bonne mémoire, retenait beaucoup de choses, mais jamais il n'eut de réelles discussions avec eux. Il était incapable de dire ce qu'ils aimaient, s'ils lisaient, ou ce qu'ils rêvaient de faire lorsqu'ils étaient enfants. Sur ces sujets, tous se protégeaient et détournaient toujours la conversation. Le jour où il rentra d'un congé pour assister à l'enterrement d'un ami d'enfance, il se retrouva face au silence. Pourtant, chacun savait ce qui venait de lui arriver. Car paradoxalement, tout se savait, même si l'on n'en parlait pas officiellement. À son retour, il eut l'impression de côtoyer des comètes. Un vague sourire en passant près de lui, une main à peine posée sur l'épaule avant de repartir, un regard fuyant, un sourire gêné. Pendant les pauses, leur gaieté fut forcée pour que le sujet ne soit surtout pas abordé. « On n'était pas bien là quand même ? Elle est pas belle la vie ?» semblait lui dire leur voix faussement enjouée qui ne parlait de rien en particulier. Le second jour de son retour de congé, ce fut comme si rien ne s'était passé, et les habitudes reprirent leur cours. De nouveau, on parla beaucoup, sans cesse, mais de rien, surtout de rien. Un jour, l'une de ses collègues, la petite Mimi, qui rougissait pour un rien, se mit à pleurer sans raison derrière son écran d'ordinateur. Personne ne réagit. Il y eut un moment de gêne collective, puis le brouhaha reprit autour d'elle dans ce grand espace commun. Chacun recommença à taper sur son clavier d'ordinateur plus fort qu'auparavant. Andy, lui, se leva et alla lui parler, lui offrit un café à la table de pause. De ce jour, il fut définitivement rejeté du groupe pour avoir osé faire ce qu'eux-mêmes n'avaient pas envie de faire. Plein d'espoir malgré tout, Andy n'abandonna pas et changea d'entreprise. Mais le scénario se répéta à chaque fois. Au bout de 5 ans, il se fit une raison et devint l'un d'entre eux, devint le spécialiste du langage creux, du rire forcé et régulier, de la fausse jovialité, du regard fuyant. Il aima des femmes, mais ce fut toujours compliqué. Aborder une femme dans les transports ou dans la rue était impossible. La femme francilienne est continuellement harcelée ou suivie par de véritables chasseurs de proies, par des hommes dont la culture ne comprend pas la leur et ne leur reconnaît aucune individualité. Elles ne sont qu'un corps que l'on souhaite posséder. Ce genre d'agression contre laquelle elles ne peuvent rien arrive pour la plupart d'entre elles 1 à 5 fois par jour. Elles ont peur et fuient toute tentative de flirt. C'est principalement au travail ou dans les cafés que la rencontre est possible. C'est là qu'Andy put faire quelques rencontres amoureuses. Mais ces femmes tourmentées ne voulaient rien de sérieux, et Andy finissait toujours par ne plus tomber que sur leur répondeur. Était-ce parce que les hommes étaient trop nombreux autour de lui ? Parce que la tentation était trop grande et les empêchait de donner la moindre chance à Andy d'avoir une vraie relation avec elle ? Andy finit par se croire différent des autres et vécut ses journées les unes après les autres, avec dans le fond le vague espoir que l'une d'elles serait différente un jour, attendant que ça se produise. En attendant, il se réfugia dans la lecture, découvrit le quartier latin, la librairie anglaise Shakespeare and Company, spécialisée en littérature britannique. Il explora l'univers de D.H. Lawrence, qu'il relisait régulièrement. Quand il aimait un auteur, il en lisait alors toutes les œuvres, les unes après les autres, jusqu'à l'épuisement. Il découvrit ainsi le grand Charles Dickens, dont il relisait chaque année The Old Curiosity Shop, mais aussi A.G. Cronin, qui le fascinait par ses histoires simples mais prenantes, sa connaissance profonde des hommes. Il eut également sa période Virginia Woolf, puis lut toutes les œuvres de Thomas Hardy, avant de plonger dans l'œuvre littéraire d'Hemingway. Fiesta laissa en lui une trace indélébile.
Et 15 ans passèrent ainsi à travailler et à se réfugier dans la lecture, à l'abri dans son immeuble, dans son studio de célibataire. Avec son salaire, il fit un emprunt, et comme les autres, acheta cet appartement en lointaine banlieue qu'on lui vendit 1 an et demi avant sa construction, les places étant chères et les listes d'attente longues. Il dut se décider en n'ayant comme support qu'un catalogue de photomontage sur lequel on voyait l'immeuble, le parking privé et le square sous un soleil particulièrement radieux. Andy dépensait à peine son salaire élevé chaque mois et remboursait son emprunt. Ses sorties du week-end étaient simples. Aller au cinéma avant d'aller manger au restaurant, principalement dans les restaurants japonais que l'on trouvait dans chaque rue de Paris et dont il raffolait. Il allait également au musée, marcher de longues heures dans les vieux quartiers de Paris, regarder les vitrines. Aller le dimanche au marché de la Cité proche de Notre-Dame pour y voir les stands éphémères d'oiseaux, de lapins et de nourriture pour animaux. Il aimait également beaucoup le parc Montsouris. À 39 ans, sa vie avait pris un rythme régulier et il s'y était fait. Il remplissait ses moments libres par les nombreux divertissements que la ville proposait et par sa tardive découverte de la littérature britannique qui lui prenait beaucoup de temps. Il est maintenant 18h55. Andy s'est encore perdu dans ses pensées. Autour de lui, certains sièges se sont libérés, les visages ont changé. Le RER continue sa route pour le ramener chez lui. Dans la vitre jaunâtre, Andy croise le regard d'un homme et s'arrête. C'est un homme entre deux âges, à la mine impeccable, au col droit, bien boutonné. Un visage aux angles secs, avec quelques cheveux gris aux tempes et une coupe de cheveux noirs, courte et régulièrement entretenue. Cet homme se tient le dos droit et dépasse ses voisins d'une tête. Il est grand. Un visage fatigué aux traits tirés, au regard dur et tranchant. Andy fronce les sourcils et l'autre fait de même. Gêné, il se passe la main dans le cou, commence à détourner le regard, et l'autre en fait de même. En lui retentit une grande explosion qui le fait sursauter. Sa voisine prend alors son sac et change de place, sans le regarder. Ce visage de pierre dans la vitre, c'est le sien. Fin du chapitre 2. Chapitre 3. Andy ne se rappela rien de la suite du trajet que son corps fidèle à lui-même lui permit de faire en automate. Mais rentré chez lui, ses forces le quittèrent brusquement. Et il repose maintenant sur son canapé, face à la baie vitrée. Au dehors, il entendit longtemps le bruit sourd des milliers de véhicules qui circulent à des kilomètres aux alentours, sans cesse renouvelés, dans cette ville qui ne dort jamais. Puis, très tardivement, cela s'apaisa et un silence s'installa ponctué de lointains bruits de 2 roues et de sirènes. Mais Andy n'entendit rien de tout cela. De son canapé, il passa ses heures, le regard dans le vague, semblant regarder de ses yeux foncés son regard dans la vitre, à se murmurer des choses. Lorsque le soleil se leva, il surprit Andy debout sur son balcon à regarder au loin. N'ayant pas dormi, ses traits sont tirés. Il a enfilé une veste de costume sur son torse nu et son élégant pantalon de pyjama de marque. Les mâchoires serrées, il regarde au loin, le corps tendu, le menton en avant, comme s'il essayait de voir au-delà des barres d'immeubles. Malgré la fatigue qui se lit sur son visage, quelque chose surprend chez lui. Un demi-sourire commence à se dessiner au coin des lèvres, prêt à éclater. Et son regard est brillant, vif. Andy vient de faire le premier pas vers la liberté. Après la chute, tout est maintenant possible. Se voir dans cette vitre jaunâtre, voir ce qu'il était devenu ces 15 dernières années, lui fut douloureux. « Je suis foutu, je ne m'en sortirai jamais », furent ses premières pensées.
Mais son amour pour lui, son orgueil, lui permit de faire taire cette voix maussade et de laisser un vide s'installer doucement en lui. Le silence de la nuit tombante aidant. Et une petite voix, qu'il n'avait jamais pris la peine d'écouter, lui dit « Tu vas t'en sortir, aie confiance. » Simplement. Cette voix, qui ne lui avait pas répondu la veille dans le RER, était enfin là, libérée. Et accompagnée du battement de son cœur et de ses organes prêts à l'action, elle lui parla d'une voix claire et souriante. Alors maintenant, Andy ne se sent plus seul, ni vulnérable. Il sait que tout est possible s'il le souhaite. Il se tient là, debout, la poitrine gonflée par l'envie d'aller de l'avant. L'homme qui se tient sur le balcon du 6e étage de cet immeuble s'est enfin vu et accepte son passé. Il accepte de regarder les choses en face et de commencer un nouveau cycle de vie. Accepte d'avoir passé 15 années guidé par une vision erronée de la vie, à se laisser influencer uniquement par les circonstances extérieures et à y réagir comme tous les autres, par la peur, l'énervement, la résignation, sans jamais se donner un moment pour en sortir, sans jamais se donner un moment pour s'imaginer ailleurs, à vivre autrement, avec d'autres personnes. Alors que le monde est si vaste, qu'est-ce qui l'attend ? L'avenir le dira. Il décida de ne pas regretter ces 15 ans qui lui avaient appris ce qu'il ne voulait plus vivre, plus faire. Elles n'avaient pas été inutiles. Il décida de ne pas souffrir d'avance, d'un avenir qu'il ignore et qui se façonne à chaque seconde. Andy se rappela cette notion bouddhiste du samsara, qui dit que nos intentions, ce que nous souhaitons, définissent les actions et les opportunités qui se présentent à nous. Si l'on n'a aucun espoir, l'avenir l'est lui aussi, sans occasion, sans amour ni amitié. Alors que si l'on croit en soi, en son potentiel, et que l'on décide que ça marchera, si l'on se souhaite le meilleur, l'avenir suivra et nous livrera de belles occasions, de belles rencontres, de belles opportunités, ponctuées bien sûr d'épreuves et de moments moins glorieux qui sont nécessaires à notre évolution, car elles nous apprendront des choses et nous feront mûrir. Andy accepte d'avoir vécu tel un animal arrimé à une meule et qui tourne, pour broyer le blé en farine, portant des œillères pour que rien ne vienne le distraire de sa tâche. Accepte d'avoir été comme une abeille enfermée dans un bocal. Mais un nouvel Andy commence à se dessiner derrière la façade de cet homme de 39 ans qui a toujours fait ce qu'on lui a dit de faire. Car celle-ci vient de se fissurer et le retour en arrière est impossible. Le nouvel Andy fera bientôt son apparition. Une petite fissure vient de se faire dans le bocal et l'abeille va pouvoir en sortir. À 7 heures, heure à laquelle il part d'ordinaire vers la gare RER, Andy va se coucher, après avoir envoyé à son employeur un simple mail de démission. Il n'a vu son patron qu'une fois en 5 ans. Celui-ci ne le connaît pas, et il a la certitude que ses collègues ne le chercheront pas ce matin et l'auront oublié dans quelques jours. Ainsi fonctionnait son monde, où chacun pianotait frénétiquement sur son clavier toute la journée, pour faire un maximum de profit, sans regarder autour de soi. Sa chaise serait libre pendant 2 jours, puis un jeune opportuniste aux dents longues prendrait sa place, tout simplement. Cette sensation lui plaît. Avoir été de passage à Paris, où tout est de passage, éphémère, même les sentiments, n'y laisser aucune trace, aucun souvenir. Andy sourit. Il est libre de se refaire à neuf. Personne ne lui dira « Mais tu aimes Paris pourtant, non ? Pourquoi as-tu changé ?» Et les mains sous la tête sur l'oreiller, il s'endort, le sourire aux lèvres.
épuisés, certes, le corps et l'âme endoloris, mais heureux. La métamorphose a commencé. Dans sa tête résonne la glorieuse chanson de David Bowie, Drive-In Saturday. Fin du chapitre. Chapitre 4. Le lendemain, vendredi 13 avril 2012 à 13h. Andy a 39 ans et aujourd'hui, il fait une chose pour la première fois, rien. Durant sa longue nuit de réflexion, où, assis sur son balcon, il eut pour paysage les rues éclairées par les réverbères et Paris au loin, avec ses milliers de petites lumières, il pensa. Nous sommes des dizaines de milliers au moins à ne pas dormir cette nuit. Il réalisa ce que cela faisait de vivre dans un paysage où même la nature ne pouvait pas se reposer, avec ses lumières crues jamais éteintes, ses feux tricolores obstinés à passer d'une couleur à l'autre, sans fin. Ce paysage l'a influencé depuis son arrivée à 24 ans, et il a aimé ça. Il en parla avec un collègue un jour qui pensait comme lui. « Tu vois, moi, jamais je quitterai Paris, sinon je m'encroute et je meurs, mec. » Mima celui-ci en se laissant retomber en arrière sur sa chaise, les bras ballants de chaque côté. « C'est ici qu'on est réveillé, » reprit-il en tapant sur la table. « C'est ici qu'on est vivant. Tous des zombies en province. Ils vivent pas, ces mecs, avec leurs pas lents et leurs pensées lentes. Moi, Paris, elle me fouette le sang. Elle me donne des coups de pied aux fesses, elle me laisse jamais tranquille. Je peux pas rester à rien faire. Dès que j'ai du temps libre, je pense aux milliers de trucs que je pourrais faire, tellement que j'en ai mal à la tête. Tout ce que je loupe, par manque de temps, me travaille là, dit-il en montrant son ventre. Parce que je peux pas empêcher mon corps de dormir la nuit, ça craint, ça, sérieux. J'essaie de dormir le moins possible, je prends ce qu'il faut pour ça. Vive la pharmaceutique. Ces excitants qu'ils ont créés pour nous rendre plus productifs et nous faire bosser comme des bœufs, je les prends pour me payer du bon temps, dit-il fièrement en riant. Le soir, je marche des heures, et autour de moi, il y a toujours de la lumière. Un lieu ouvert où on peut boire une bière ou manger un truc. Il n'y a qu'à Paris que tu verras quelqu'un manger un moule frite en terrasse chauffée à 5 heures du mat. Ça, c'est la vie, mec. T'as déjà lu Hemingway ? Andy hocha la tête. Le mec, il arrêtait jamais non plus à toujours boire ou manger un truc, à voir ses potes. Quand je suis arrivé à Paris, je marchais lentement, comme un mec de la campagne. J'avais pas d'allure, pas de caractère. Et Paris m'a changé. Je regrette pas. En me couchant, j'ai tellement hâte d'être au lendemain et de remplir ma journée, d'aller partout, de tout faire, que le peu que je dors, je le dors à peine. J'écoute tout. Et il y a ce fond sonore qui me quitte jamais, même dans mes rêves, et qu'on trouve qu'ici, un bruit composé de sirènes de voitures de police ou d'ambulances. Tu vois de quoi je parle ? Oui, lui confirma Andy, heureux de savoir que ce n'était pas son imagination. Il pensait avoir des acouphènes. Non mais sérieux, tu quittes tout ça et tu meurs dans ta tête, faut faire gaffe, conclut son collègue, hochant la tête avec force. Il ne resta pas longtemps dans la même boîte qu'Andy. Il avait la bougeotte et passait d'un travail à un autre. Andy le connut à peine et le perdit vite de vue. Il est 13h. Andy est allongé dans son lit, les rideaux entr'ouverts pour mieux voir son café et les tartines beurrées qui l'entourent. Manger lui fait du bien. Car pour la première fois de sa vie, Andy ne sait pas ce qu'il fera aujourd'hui, ni ce qu'il fera demain. Mâchant avec délice ses tartines épaisses, Andy réalise qu'il n'a pas peur et qu'il a passé les 36 dernières années de sa vie à être occupé. C'est long. Car à 3 ans, sa mère le mit dans une pièce avec d'autres camarades de son âge, aussi ahuris que lui, de ne plus avoir le droit de quitter la chaise sur laquelle on les a installés. Devant eux, un bureau, du papier, des crayons et un adulte qui ne cessera plus de parler pendant toute leur scolarité. Un adulte qui leur donnera des ordres, des consignes à respecter, des exercices à faire même lorsqu'ils seront rentrés chez eux, enfin libérés des longues heures passées à être assis, pour mieux s'asseoir de nouveau chez eux et continuer à travailler,
encore et encore. À partir de 12 ans, ils auront même droit à tout un groupe d'adultes différents, selon la matière à leur enseigner. Ils passeront leur journée à écrire, sans comprendre, à juste tout écrire au plus vite, à tout apprendre par cœur pour les devoirs sur table, pour tout oublier ensuite. La terreur des interrogations fera son entrée dans leur nuit très tôt, alors que ce moment était le seul qu'ils avaient encore à eux, de calme, ces rêves terribles de la page blanche, de la tête vide au moment d'être interrogés par le professeur, des terreurs qui resteront inscrites en eux, car ces rêves ils les feront toute leur vie, alors qu'ils auront quitté l'école depuis longtemps. À 3 ans, Andy est entré dans ce cercle infernal que Dante n'aurait jamais imaginé, celui d'horaires fixes, de places fixes, de sonneries pour rythmer ses mouvements, ses repas, même les moments où il sera autorisé à aller aux toilettes. Ce cercle qui l'emportera loin du ciel, qu'il ne verra plus que par la fenêtre et qui l'attend dehors, inlassablement. Et de retour à la maison, pas de répit. Toujours cette même horloge qui tourne et indique le moment de faire les devoirs, de manger, de se laver et de se coucher. Et ce cercle infernal, c'est sa propre mère qui l'y fera entrer. Suprême trahison. Ayant dû y entrer elle aussi, via sa propre mère, etc., etc. Un cercle infernal dans lequel chacun entre de force avant de devoir y faire entrer les siens. La tasse de café d'Andy explose au mur. De rage, il l'a lancée sans s'en rendre compte, en pensant au petit garçon qu'il a été. Le souffle court, Andy se redresse dans son lit et les poings serrés laisse les larmes couler pour toute la rage qu'il a accumulée sans pouvoir l'exprimer auparavant. Un moment de sa vie lui revient en mémoire. Il a 23 ans et fraîchement diplômé de longues études de commerce. C'est l'été. Il fait beau et il rentre du café où, avec sa bande de copains, ils viennent de fêter leur réussite aux examens. Léo, Geoffrey et Paco. 3 caractères différents pour une bande solidaire, toujours prête à s'entraider et à travailler ensemble après avoir traîné des heures dans les rues, et réussir ainsi à obtenir une note moyenne in extremis à chaque examen. Et ils l'avaient quand même eu, ce diplôme, tous les 4. Alors, pour fêter leur réussite et leur sortie, enfin, du système scolaire dans lequel ils avaient mijoté 20 ans, ils décidèrent de prendre la route avec la Renault 5 de Paco, d'aller voir du pays, d'avoir le strict minimum dans un petit sac chacun, 2 slips, 2 t-shirts, une brosse à dents, pour que ces 4 sacs et la guitare de Paco entrent dans le petit coffre. Partir avec quelques économies, les faire durer et faire jouer Paco sur les places et dans les rues. Faire tourner le chapeau. Geoffrey s'y mettrait aussi. Ayant fait l'école du cirque pendant les grandes vacances de son adolescente, il était un bon clown et pourrait faire des figures, des acrobaties. Il saurait bien se débrouiller à eux tous. Mais le lendemain, au petit déjeuner, alors que le sourire aux lèvres, il allait annoncer son départ à sa mère, une enveloppe l'attendit sur la table, à côté de l'éternel duo de croissants des grands événements. Il remercia sa mère pour ses douceurs qu'elle ne lui offrait que pour lui annoncer quelque chose, se dit que dans l'enveloppe il devait y avoir un cadeau, de l'argent peut-être, pour le récompenser d'avoir eu son diplôme. Sa mère Josiane, debout dans la cuisine, ses mains jointes devant sa poitrine comme une petite fille, le prit par les épaules en le fixant de ses yeux ronds de myope, derrière ses épais verres de lunettes. Puis elle le félicita et lui dit « Prends des forces, mon chéri », lui conseilla-t-elle en l'invitant à s'asseoir à la table de cuisine. Et s'asseyant face à lui, elle ajouta « J'ai une excellente nouvelle. Ouvre !» dit-elle en tapotant l'enveloppe. Andy ouvrit l'enveloppe et fit la moue. Pas de chèque, pas d'argent, mais un papier en 3 feuillets. Un contrat de travail. « Je t'ai trouvé un stage au centre commercial, mon chéri !» lui apprit-elle, tapant dans ses mains d'excitation. « Ce n'est pas grandiose, mais il faut bien commencer par quelque chose. Que tu mettes en pratique tout ce que tu sais maintenant. Tu remercieras ton oncle. C'est grâce à lui que j'ai pu te trouver ce stage.
Il connaît le recruteur et j'ai juste eu à me présenter de ta part, dit-elle fièrement. Andy se trouva bête, le contrat posé devant lui sur la table. Un stage de quoi marmonna-t-il. Oh, je ne sais plus, c'est écrit là-haut, répondit-elle en tournant le contrat vers elle pour y chercher l'information. Un stage de quoi demanda de nouveau Andy, tapant du poing sur le papier, l'arrêtant dans sa course. Est-ce que je t'ai demandé de m'en chercher un? Non. Effrayée, sa mère le regarda en clignant des yeux, la bouche ouverte de stupeur. Mais c'est normal de faire un stage après le diplôme, non? Et ça t'aurait fait mal de me prévenir, hurla Andy, se mettant à marcher de long en large dans la cuisine, sa chaise tombée au sol derrière lui. Je croyais qu'on en avait déjà assez parlé. Plus de surprises de ce genre sans me demander. Tu m'as déjà fait le coup trop de fois. Pour mon entrée au collège, où j'allais enfin apprendre l'anglais, moi qui en rêvais, et 2 ans après, pour mon entrée en 4e, alors que j'étais si heureux de commencer enfin l'anglais, tu as recommencé. Ce matin-là, tu m'as offert les mêmes croissants que maintenant. Et tu m'as annoncé que je serais dans une classe de latin pour être avec les meilleurs. Ça allait me donner bien plus de travail, et je t'ai répondu que je ne voulais pas de ça. Je t'ai juré que de ma vie, je ne parlerais pas un foutu mot d'allemand ni de latin. Et je l'ai fait, non? J'ai triché à tous les contrôles, j'ai fait du playback quand il fallait réciter des phrases en classe en latin. Et tu n'as rien compris? Tu continues? Lui dit Andy en se rapprochant d'elle, la dominant de toute sa taille. Mais j'ai 23 ans, bordel! Et les croissants finirent par terre dans un fracas de vaisselle brisée. Demain, je prends la route avec mes potes. C'est ma grande nouvelle à moi. Eh oui, moi aussi je peux en avoir, tu vois. Je reviendrai dans 1 mois, si je reviens d'ailleurs, marmonna-t-il en se dirigeant vers sa chambre. Mais mon chéri, j'ai dit que tu irais, dit-elle en courant derrière lui, le contrat à la main. Ce n'est pas possible. De rage, Andy partit pleurer dans sa chambre, faire son sac. Il le posa bien en évidence dans l'entrée. Il n'adressa pas un mot à sa mère de la journée. Elle utilisa alors son arme habituelle, le chantage affectif. Sanglotant assez fort pour qu'il l'entende toujours, peu importe où il se trouvait. Elle lui concocta son plat préféré et lui répéta inlassablement « Mais je ne veux que ton bien, mon chéri !» Puis quand la soirée commença, et qu'il ne lui eut toujours rien dit, elle sortit le grand jeu. « Je t'ai élevé seule, moi. La vie a été dure, je t'ai tout sacrifié. J'ai travaillé dur pour que tu ne manques de rien, et c'est comme ça que tu me traites !» Et le corps à moitié penché en dehors de la fenêtre, elle dit « C'est injuste, injuste. Tu me regretteras, va !» Et comme toujours, il dut l'empêcher de sauter, et promettre, le regard froid et les dents serrées, que oui, il se présenterait le lendemain au centre commercial. Comme prévu, ses amis prirent la route, et à leur retour, leur comportement changea. Ils échangeaient des blagues entre eux qu'Andy ne comprenait pas. Au début, ils lui expliquèrent à quelle partie de leur voyage ils faisaient référence, mais arrêtèrent vite de le faire. Puis, Andy eut une prolongation de stage et continua à travailler pendant le 2e mois des vacances, et le fossé se creusa. Comme il ne put les suivre dans leurs premières expéditions quotidiennes, à draguer des filles ou à traîner en ville. À la fin du stage, son oncle, le frère de sa mère, lui fit une surprise. Andy ne vit pas l'été passé enfermé au centre commercial, à tenir des stands éphémères de produits en promotion, comme le saucisson ou des produits exotiques. Son oncle le prévint ainsi, au dernier moment, habitude courante dans la famille, que sa banque le prenait dès septembre en contrat à durée déterminée. Un contrat qui pourrait devenir un contrat à durée indéterminée s'il faisait l'affaire. « Tu vas travailler à l'accueil, tu en as de la chance de nous avoir, hein ?» lui dit-il, le tapotant paternellement dans le dos, l'air triomphant. Effrayée, mais clairement complice de son frère, sa mère se tint muette dans un coin de la pièce, à lui sourire pour l'encourager. Et tout s'enchaîna, enrobé par le chantage familial de ses 2 proches incapables d'imaginer qu'il pourrait refuser la place. Du haut de ses 39 ans, Andy repensait à tout cela et se demandait ce qu'il se serait passé
s'il n'avait pas essayé d'empêcher sa mère de sauter par la fenêtre. L'aurait-elle fait, ou serait-elle restée idiote au bord de sa fenêtre, incapable de sauter? Il ne le saurait jamais. Pourtant, ce moment décida des 15 années qui suivirent. L'année suivante, à ses 24 ans, il refusa le contrat à durée indéterminée que la banque de son oncle lui proposa et quitta sa région. Chercha avec désespoir un emploi à Paris, ayant mis de côté pour y tenir 2 mois sans avoir à y travailler de suite. Mais il trouva finalement du travail rapidement et quitta enfin sa mère et son oncle pour ne revenir les voir qu'à Noël et aux anniversaires. Parfois, il répondait aux appels plaintifs de sa mère, pour la laisser débiter ses plaintes et ses anecdotes sans importance, sans les écouter. Puis, pour être tranquille, il mit en place le système de l'appeler une fois par mois, le dimanche, et pendant qu'elle parlait et parlait, et Candy ponctuait par-ci par-là la conversation de « Ah oui ? Eh oui, la vie est dure ». Un écouteur lui diffusait de la musique dans l'autre oreille et lui permettait de ne pas perdre son temps. Josiane ne s'en rendit jamais compte, ne lui demanda jamais non plus comment il allait. Elle voulait juste savoir si ça allait au travail, ce qui était la seule chose qui comptait pour elle. Vérifier qu'il était toujours bien dans le rang par ses appels. C'était tout ce qui l'intéressait. De sa démission de ce matin, sa mère ne saurait rien. Ce serait son secret. Andy sourit, soulagé. Un poids venait de le quitter. Il se sentit léger, enfin libre de ses faits et gestes. Chapitre 5. Un peu plus tard, dans la journée. Il est maintenant 14 heures. Andy prend une longue douche chaude et sent la fatigue s'évaporer par sa peau et retomber en gouttes le long de la paroi. Il prend le temps de laver chaque partie de son corps et réalise que d'ordinaire, il considère le passage sous la douche comme une tâche parmi les autres, à expédier au plus vite pour passer à la suivante. Ces journées n'ont été qu'une succession d'actions à accomplir, les premières entraînant les suivantes, sans fin. Il prend ensuite le temps de se raser, de tailler ses épais favoris de brun. Il grimace face à la pâleur maladive de son teint d'homme qui travaille dans un bureau et termine trop tard pour profiter du soleil. Il observe ses yeux sombres, la maturité de son visage, et y retrouve des similitudes avec celui qu'il avait étant enfant. Mais ses traits sont devenus moins ronds, plus nets, tranchants, secs. Son visage a plus de caractère et lui donne un air dur. Il se rappelle ce que lui dit un jour son ancien instituteur, M. Morel, un vieil homme alors courbé sur sa canne lorsqu'il le revit par hasard lors d'une brocante, l'année de ses 20 ans. « Prends garde, mon garçon, à mener la vie que tu veux, et à être juste, car tu ne pourras rien cacher aux autres passé la quarantaine. Ton visage parlera pour toi. On verra si tu as des plis heureux ou amers, si le contour de tes yeux est dur ou rieur, et surtout, le pli de ta bouche parlera pour toi. Il dira comment tu as perçu les choses et goûté la vie. Une bouche qui part vers le bas, comme le sourire d'un masque grimaçant de tragédien grec, tu ne pourras pas la cacher, dit-il en secouant son index devant le visage d'Andy. Ceux qui te verront auront l'impression que tu gardes dans la bouche une chose amère, que tu ne demandes qu'à recracher, et instinctivement, ils te fuiront, car ils sauront que de cette bouche ne sortira que plaintes et gémissements. Alors, prends garde, mon garçon. Et il lui tapota l'épaule en se redressant un peu pour l'atteindre, avant de s'éloigner courbé sur sa canne, parlant seul et déclamant des vers aux exposants de la brocante, tous d'anciens élèves qu'il adorait. Andy regarde les plis de ses yeux et de sa bouche. C'est moyen. Il était temps. Dans le miroir, il imagine le visage de sa mère à la bouche fine et tragique, aux yeux toujours ronds, comme si une scène d'horreur se jouait perpétuellement devant elle. Toujours inquiète, elle n'a jamais su sourire. Ses grands yeux larmoyants, implorant continuellement son fils de lui porter secours. Il se rappela le visage rond et confiant
qu'il lui avait vues sur des photos de jeunesse, alors qu'elle n'était pas encore mariée et vivait encore chez ses parents. Elle avait de beaux cheveux longs et un sourire joyeux. Andy se demanda quel chemin les êtres pouvaient bien choisir pour finir ainsi après 60 ans avec des cheveux extrêmement courts, d'à peine 3 centimètres. Comment en était-elle arrivée là? Car lui ne l'avait connue que inquiète. Il fallait au quotidien la sauver de tout, du téléphone qui sonne par exemple, et apporte peut-être une mauvaise nouvelle. « Décroche-toi !» lui disait-elle en faisant non de la main et en s'éloignant. Dès l'âge de 5 ans, Andy n'eut pas le choix et dut lui servir de filtre. Il échangea ainsi très tôt avec des personnes dont il ne vit jamais le visage, qui lui disaient des choses souvent incompréhensibles et qu'il écrivait de son mieux, comme il les entendait, sur le bloc-notes que sa mère laissait à son intention à côté du téléphone. Bloc-notes qu'il lui donnait ensuite et le bourdonnement commençait. Tout en faisant ses tâches quotidiennes, elle se parlait à elle-même, réfléchissant à la réponse à donner pour que celle-ci entraîne le moins de désagréments possible. Pour être certaine que l'autre ne l'interprète pas mal, pour ne pas vexer, plaire aux autres. Il lui fallait parfois 3 longues heures pour répondre à une simple demande de rendez-vous auquel elle se rendait Andy à la main alors qu'il aurait dû être à l'école. « Tu donnes du courage à ta petite maman en étant avec elle, mon chéri. On dira que tu es malade, d'accord ?» Ses instituteurs la connaissaient bien et se prévenaient les uns les autres lorsqu'Andy changeait de classe en primaire. Lorsqu'il revenait le lendemain d'une journée d'absence pour maladie, le mot de sa mère à la main, il lui tapotait l'épaule et le regardait dans les yeux comme un petit adulte. « Pas de problème, Andy, ne t'inquiète pas, j'ai tout photocopié. Tu n'auras qu'à les lire aux récréations et me poser des questions si tu ne comprends pas tout, d'accord ?» C'est ainsi qu'il manqua systématiquement les cours d'initiation à l'anglais pour parfois ne faire que de simples courses avec sa mère ou passer à la banque, au guichet, pendant que ses camarades apprenaient leurs premiers mots d'anglais. Andy les entendait chanter entre eux des chansons des Beatles dans la cour de récréation. Yellow Submarine. Il aimait cette langue, d'instinct. La veille du cours hebdomadaire d'initiation, il jubilait. Mais le lendemain matin, sa mère l'occupait toute la matinée avant de l'amener à l'école, en début d'après-midi seulement. Il n'assista à aucun des cours et ne le lui pardonna jamais. Sur toute cette période, seul l'un de ses instituteurs tenta de l'aider, ce monsieur Morel qu'il avait beaucoup aimé. Un jour, alors que sa mère l'attendait à la sortie, il demanda à Andy d'attendre dans la cour et prit avec autorité la main de sa mère pour la faire entrer dans la salle de classe. Leur entretien dura un moment et sa mère en ressortit honteuse, un papier à la main. « C'est un ami, appelez-le de ma part. Il vous aidera à vous en sortir. » Et il fit un clin d'œil à Andy. Mais à peine rentrée, elle le déchira rageusement. « Mais je ne suis pas folle !» Et secouant Andy par les épaules, elle lui demanda. « Mais qu'est-ce que tu leur racontes, toi, hein? Tu veux ma mort ?» Et elle gémit toute la soirée et roulait en boule sur le canapé, oubliant de faire à manger à Andy, bien évidemment. Habitué, il se fit un sandwich. Mais cette entrevue fut efficace. Elle ne lui fit plus manquer que les cours d'initiation à l'anglais. Ses instituteurs ne purent rien faire pour l'en empêcher. Elle eut toujours de bonnes excuses. Puis vint l'entrée au collège, où manquer une seule journée était trop compliqué en raison du nombre de cours qu'elle contenait. Dès lors, sa mère arrêta définitivement de lui faire manquer les cours. Il est maintenant 15 heures. Andy est encore parti dans ses rêveries. Il soupire et passe sa main dans ses courts cheveux bruns. Pourquoi part-il toujours ainsi dans ses pensées sans s'en rendre compte, à revivre des scènes du passé, à réfléchir à quelque chose, sans réaliser que le temps continue à s'égrener? Pourquoi? De quel ancêtre inconnu de lui peut-il bien tenir cette manie? Sa tasse de café froid repose devant lui. Accoudé au balcon, il sent un regard insistant dans son dos et se retourne en fronçant les sourcils. Quelqu'un serait-il entré sans qu'il s'en rende compte? Dans le salon, il se voit lui, petit garçon, avec son corps bien droit et son visage sérieux. « Tu me dois une enfance », l'entend-il lui dire par télépathie.
et son cœur fond d'amour pour ce petit adulte qui se tient devant lui, au visage d'enfant mais au regard grave, les mains dans les poches. Avec émotion, Andy lui fit signe que oui, il va faire de son mieux. Il peut compter sur lui. Alors l'enfant hoche gravement la tête, comme pour remercier poliment le monsieur qui se tient devant lui, et s'éloigne vers la porte d'entrée. Lui fait un petit sourire complice avant de quitter l'appartement. « C'est pour toi que je vais faire tout ça », se dit Andy, s'appuyant de nouveau à la rambarde, le regard au loin. Fin de la première partie.